Donc, pour commencer, je vous propose donc d'écouter Adrian Moore qui va revenir sur une étude qu'il a menée en fait avec l'œil du public et qui donc a pour notamment un intérêt d'avoir comparé finalement différentes formes de pratiques culturelles, aussi bien donc spectacle vivant que cinéma et patrimoine, et qui a mis en avant un ensemble de caractéristiques. Cette étude donc, est disponible sur le site de l'œil du public et donc a été réalisée en juin. Je laisse la parole à Adrien Moore pour en parler un petit peu plus et mieux que moi. Voilà. Merci. Bonjour à tous et ravi d'être avec vous pour vous présenter cette étude. C'est moi qui dois avancer. Sur les pratiques culturelles, en effet, pendant cette crise sanitaire, une étude réalisée en juin, mais qui reste malheureusement en partie d'actualité. Elle a été réalisée d'ailleurs en France et en Suisse. Je vous en parlerai, vous comprendrez aussi pourquoi tout à l'heure. Donc, cette étude concernait tous les secteurs culturels, mais aujourd'hui, nous allons mettre l'accent, bien sûr, sur toute la partie musée, patrimoine et bibliothèque, avec 3 questions. Qu'est-ce qui a manqué le plus aux Français pendant le confinement? Privés de sortie, comment les Français ont-ils continué à se distraire et à se cultiver? Et troisièmement, quand et à quelles conditions vont-ils reprendre leur sortie? Alors, 2 mots sur la méthodologie. Donc, nous avons interrogé un échantillon représentatif de la population française âgée de plus de 18 ans en respectant les différents quotas. Quelques infos sur les chiffres de fréquentation de cet échantillon, donc représentatif. On voit sur la colonne de gauche que, en effet, les Français aiment leur lieu culturel, hein, même si leur visite est très occasionnelle, parce qu'on a posé la question au moins une fois sur les 2 dernières années. Donc voilà, par exemple, 64%, les 2 tiers ont visité un musée ou ont vu une expo sur ces 2 dernières années. Et sur la colonne de droite, là, vous avez ce qu'on appelle le public culturel, qui représente environ la moitié de la population de l'échantillon. Et ça correspond d'ailleurs au chiffre d'Antoine tout à l'heure, sur le fait que, voilà, par exemple, environ la moitié, enfin, un Français sur 2 a visité un monument ou un patrimoine au moins une fois sur la dernière année. Alors, venons-en aux chiffres. Alors, la première série de questions concernait l'attitude des Français et leur ressenti pendant la fermeture des lieux culturels. Voilà, qu'ont-ils fait alors qu'ils étaient privés de sortie? Ce qui apparaît concernant les monuments et les lieux de patrimoine, c'est que les Français l'ont cité comme étant la 3e activité qui leur avait le plus manqué pendant le confinement, après le cinéma et le spectacle. Les expos sont un peu en dessous, mais c'est quand même un quart des Français. Donc on voit qu'il y a ce lien très fort avec la culture. Alors ce manque s'explique très bien. C'est d'abord, première raison, c'est vraiment une privation de plaisir, hein, celui de faire une activité culturelle en famille, au sens large, ou de loisirs ou entre amis. Deuxième point, c'est aussi l'impossibilité de se divertir, enfin en tout cas de s'évader, de penser à autre chose ou de rêver. Et troisième point, l'absence, c'est aussi important dans la culture, l'absence d'interaction et le fait de ne pas pouvoir partager avec ses amis une exposition ou un lieu de patrimoine. Alors heureusement, nous vivons à l'ère numérique et heureusement, oui, quand même en partie. Et donc, on a quand même posé la question, bien sûr, au public, savoir ce qu'ils avaient fait pendant la fermeture de ces lieux. Et donc, ils ont pu rester en effet en contact avec les artistes et les contenus culturels. Et là, j'ai choisi de vous montrer en l'occurrence les chiffres des publics culturels. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est que 20% de ces publics culturels ont effectué des visites virtuelles de lieux de patrimoine et de monuments en vert. Et puis, bon, il y a beaucoup plus pour les séries et pour les artistes. Mais donc voilà, c'est un chiffre que nous trouvons, nous, assez important et assez élevé. Alors, évidemment, la question, c'est comme Antoine l'a aussi un peu évoqué tout à l'heure, c'est que va-t-il se passer après? Est-ce que ça va perdurer? Si on regarde, si on pose la question de façon générale, c'était le cas pour la France, c'est un oui massif. On va continuer
au moins en partie à regarder ces contenus après la crise. Néanmoins, sur une étude plus récente réalisée en Suisse, dont je pourrais parler après dans les questions, on voit que les visites virtuelles de lieux de patrimoine et de monuments ne concernaient plus que 35% de ceux qui avaient déclaré tout à l'heure qu'ils l'effectuaient pendant le confinement. C'est quand même 35%. Maintenant que les lieux ont réouvert, donc voilà comment la question était posée à l'époque en juin, parce que en juin, vous vous souvenez, les lieux commençaient à réouvrir lentement. Donc là, il y avait un premier type de question. Alors, ce qu'on note, c'est que la majorité des publics culturels envisagent de reprendre ces habitudes de visite, donc après la crise sanitaire. Donc c'est un oui, en tout cas pour le patrimoine et les musées, qui vient d'ailleurs en première position parmi toutes les activités culturelles. Un oui prudent, bien évidemment, puisque vous avez en orange et en rouge encore les indécis et ceux qui sont réfractaires et qui ne souhaitent pas pour le moment, en tout cas, retourner dans les musées ou voir une expo. En tout cas, ces chiffres, c'est à noter, sont supérieurs aux autres activités culturelles dans des lieux fermés, tout simplement parce que, vous l'avez deviné, hein, dans les musées, dans les lieux de patrimoine, on peut rester mobile, à la différence d'une salle de concert ou de spectacle. Alors, ce sentiment de peur et de prudence est encore là, bien sûr, et il sera encore là en janvier, février, probablement. On n'espère pas trop longtemps, mais il domine encore les esprits, ou il dominait encore les esprits au mois de juin, puisque 2/3 des répondants déclarent avoir l'intention d'aller dans des sites culturels moins fréquentés. D'ailleurs, plutôt des sites comme les vôtres, et non des lieux fermés, encore une fois. Conclusion, la première, c'est de rappeler, peut-être sera-t-on encore sur cette tendance en 2021. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a cet attachement très fort à l'art et à la sortie culturelle qui se traduit par cette envie déclarée, en tout cas, de retourner dès que possible dans les lieux patrimoniaux, même s'il faut respecter certaines mesures sanitaires. Donc, un retour qui sera progressif. On va dire que vous, d'une certaine façon, musée et lieu de patrimoine, vous avez peut-être une place un peu plus privilégiée que d'autres lieux culturels, parce que le sentiment de sécurité y est plus grand. Et enfin, dernier point que je n'ai pas évoqué avant, c'est que la moitié environ des ménages vont aussi probablement réduire leurs dépenses culturelles. Et dernier slide sur le numérique, pour faire le lien avec la suite des participants. Donc les pratiques culturelles ont été en effet assez fortes, et en effet, Antoine l'a dit tout à l'heure, aussi parmi les plus âgés. Toutes les couches de la population ont des pratiques culturelles en ligne. Et c'est grâce aussi à tous les investissements et toutes les initiatives que vous avez prises dans le domaine digital. Même si rien ne remplace l'expérience de la visite in situ, ça je crois que c'est clair pour tout le monde, le lien social et le contact avec les œuvres est unique. Et puis, dernière chose qui permet aussi de tempérer un peu l'enthousiasme, c'est que la consultation, on va dire, régulière de contenus digitaux culturels des institutions, hors cinéma, hors série, etc., va a priori baisser assez fortement et concerner vraiment une minorité de publics qui sont en forte affinité avec l'art et la culture. Donc à vous maintenant, on va dire, pour élargir et intéresser, éveiller l'intérêt des publics, à vous d'être aussi créatifs et imaginatifs. Merci à tous. Merci Adrian. Donc, et effectivement, une étude qui permet de peut-être poser un décor. Et maintenant, je vous propose de donner la parole plutôt à des responsables des publics, effectivement, et de la communication au sein d'instituts culturels pour voir en fait comment ils ont abordé ce confinement. Et on le verra notamment cette période de crise sanitaire est effectivement caractérisée par un confinement, mais il y a aussi énormément d'actions qui ont été réalisées en physique, dans les lieux. Et c'est notamment ce que va aborder Franck Moulet, qui va nous livrer un témoignage précieux, puisque lui est passé énormément par différents sites culturels, que ce soit le musée d'Orsay, le centre de la Pays, le musée du Quai Branly, et là il prend la parole effectivement en tant que responsable du public du musée de l'Armée. Nous vous écoutons, Franck.
Merci Antoine. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Vous voyez ce magnifique visuel de la cour d'honneur des Invalides, mais il est malheureusement vide. Donc, c'est ce qu'on a connu un peu trop souvent cette année. Mais malgré tout, ce visuel, il donne envie de visiter ou de revisiter les Invalides. Et donc, c'est un peu ça, finalement, l'esprit de mon intervention. C'est en quoi tout ce qu'on peut mettre en œuvre à distance, et notamment grâce au support numérique, doit donner envie de revenir visiter les musées, les lieux de patrimoine. On vient de le voir dans l'étude d'Adriane Maure, et je suis tout à fait dans la continuité de son propos. Le public a majoritairement envie d'être sur place, mais néanmoins, et c'est ce qu'on va en tout cas essayer de faire au musée de l'Armée, le contenu numérique doit nous permettre de conquérir des nouveaux publics en ligne dans un premier temps et on l'espère après sur place dans la mesure du possible. Je voudrais insister aussi sur cette complémentarité qui existait déjà, mais que peut-être cette période de confinement a renforcé, cette complémentarité, cette synergie entre la mise en lien de contenu numérique à distance avec la médiation humaine sur place qui peut se renforcer elle-même par un certain nombre d'outils numériques. Donc, il n'y a pas d'opposition finalement entre les deux supports, le support de médiation humaine ou numérique, mais il y a plutôt une complémentarité, une synergie qu'il va certainement falloir renforcer dans les mois et les années qui viennent. Alors, pour le musée de l'Armée, donc si on refait un peu l'histoire, donc par rapport au premier confinement, donc le premier confinement, ben, ça a été le musée de l'Armée chez vous. On est un peu comme tout le monde, on a essayé de mettre en ligne un certain nombre de contenus, que ce soit sur le site internet, sur les réseaux sociaux, via des newsletters. Donc ce premier confinement était plus strict qu'aujourd'hui, puisque notamment les enfants n'allaient pas à l'école. Donc on s'est aussi mis en état de disposer, donner au public accès à des contenus pédagogiques, notamment sur, par exemple, une classe d'histoire à distance. Sur les réseaux sociaux, on a aussi essayé d'avoir un discours plus décalé, peut-être plus ludique. Tout ça étant renforcé par des newsletters qui permettaient évidemment de relayer tous ces contenus. Ce que l'on peut tirer comme enseignement de cette période, c'est que sur les 2 mois de confinement, on a quand même noté un tassement, un essoufflement de l'assiduité du public, notamment sur Internet ou sur, je dirais, l'assiduité aux newsletters. Les réseaux sociaux ont sans doute mieux résisté, ce qui n'est pas surprenant puisqu'on est là dans une dynamique plus forte, un partage, une interaction. Et notamment sur Instagram, la période a été l'occasion de conquérir de nouveaux abonnés. Donc ça, c'est un premier enseignement à tirer de ce confinement, de ce premier confinement. Ensuite est arrivé pour nous fin juin, le 27 juin, la réouverture. Cette réouverture qui a eu lieu donc fin juin était pour nous l'opportunité de nous adresser à un public qui existait bien sûr au musée de l'Armée, mais sur lequel il fallait sans doute mettre un peu plus l'accent, qui est un public de proximité, un public de famille, un public de jeunes adultes. Les 70% d'étrangers qui sont habituellement au musée de l'Armée, notamment à cette période estivale, eh bien, n'étaient pas là. En grande partie, ils n'étaient pas en état de venir nous voir. Donc, on a clairement organisé cette réouverture vers un public familial, un public de jeunes. On a, notamment pour l'ouverture, fait gagner des places pour le 27 juin. Et surtout, ce que nous avons fait, nous avons essayé de mettre en place de nouvelles offres de médiation pour rassurer le public. Au-delà des mesures sanitaires que l'on connaît, l'idée était pour nous de proposer 2 types d'activités. Et notre département de la médiation a été extrêmement réactif sur ce coup-là. On a tout d'abord mis en place, vous avez sur le visuel ici à gauche, un jeu d'enquête en extérieur qui était basé donc sur un certain nombre de panneaux disséminés au sein des Invalides,
principalement donc en extérieur ou dans des espaces suffisamment grands pour ne pas effrayer le public. Et il s'agissait donc de découvrir le lieu en famille, notamment avec des plus jeunes, et notamment grâce aussi au numérique, en scannant des QR codes, on avait accès à un certain nombre de contenus qu'on avait pu déjà voir sur le site internet pendant le confinement. Donc c'est là l'intérêt de faire le lien entre les deux phases, la phase à distance et la phase sur place. Je pense qu'il y a vraiment cette synergie, encore une fois, à créer. Il y a bien d'autres manières de le faire. Donc ce premier jeu destiné aux familles, et puis une autre offre qui était plutôt pour les adultes, et les quelques touristes que nous avions, qui étaient des visites flash très courtes de 10 à 15 minutes, destinées donc à faire découvrir une œuvre ou un élément d'architecture. Donc là, ça a été relativement prisé par le public, puisque sur le mois d'août, on a dû faire une trentaine de visites et il y avait à chaque fois une dizaine de personnes. Donc, même si les chiffres peuvent paraître modestes par les temps qui couraient et qui courent toujours un peu, on était plutôt satisfait. Donc, on a également maintenu des offres de médiation standards qui étaient prévues, évidemment dans le respect des mesures sanitaires. Et là, on s'est rendu compte que le public répondait présent aussi, puisqu'on avait plus de réservations qu'en 2019. Donc, je dirais l'enseignement que l'on a tiré de ce déconfinement, de cette réouverture, c'est, comme on le disait tout à l'heure, l'envie du public de revenir sur place, mais dans le cadre également d'une politique de l'offre renouvelée, adaptée à la situation. Et ça, je pense que c'est vraiment important. C'est le deuxième enseignement de cette période, c'est la politique de l'offre en termes de médiation qui doit être adaptée, redynamisée à l'écoute du public. Et le public répond présent lorsqu'il a une offre qui lui convient. Là, j'ai mis également une photo des Journées du patrimoine. On a eu 24 000 personnes sur ces 2 jours en septembre, avec une offre également de visite très, très dense. Donc, on voit bien, là encore, que le public a répondu présent. Sur les vacances de la Toussaint, qui malheureusement n'ont pas pu aller au bout, eh bien, là, on avait à nouveau plus de réservations qu'en 2019. Donc, il y a, comme on le disait dans l'étude de l'œil du public, vraiment, on a constaté que quand on propose une offre, le public répond présent. C'est vraiment le deuxième enseignement. Et puis maintenant, on est dans un deuxième confinement, donc fort de ces 2 enseignements, ce que nous avons vraiment voulu, c'est mettre évidemment à nouveau en ligne et de manière numérique un certain nombre de contenus, mais en étant davantage sans doute sur la notion d'engagement, de participation, d'interaction du public. Je pense que c'est très important que l'on puisse se positionner comme un musée qui engage le débat avec ses publics. C'est un musée d'histoire militaire, mais qui est aussi un musée d'histoire, un musée qui est en prise avec son époque, avec les sujets de son temps, notamment tout ce qui peut être la transmission de valeurs de résistance en cette période difficile, de résistance collective, de résistance personnelle. On a aussi vocation à être un intervenant dans la manière peut-être d'apprendre l'histoire autrement, de manière sans doute plus ludique. Donc, en résumé, l'idée de ce deuxième confinement et de ces contenus à distance, c'est d'être davantage participatif, interactif, d'engager le débat pour davantage fidéliser les publics, pour changer, pourquoi pas, notre image aussi vis-à-vis du public, conquérir de nouveaux publics à distance. C'est ce qu'on est en train de constater là dans ces premières semaines. On a des nouveaux publics qui arrivent par viralité, grâce aux réseaux sociaux, et qui sont étonnés de ce qu'ils trouvent à distance sur le musée de l'Armée et qui ont déjà envie d'y revenir ou d'y venir tout simplement. Donc, on va être très, très vigilant à avoir des contenus peut-être plus restreints en volume, mais plus forts en termes de participatif et d'engagement. Et pour terminer, ce sur quoi je voudrais insister, c'est aussi sur la réouverture, puisqu'on est depuis plusieurs mois dans
ce stop and go permanent de fermeture-ouverture, fermeture-ouverture, et chacun de ces temps doit être traité de manière extrêmement soignée. Il ne faut pas juste se dire on ferme, donc qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est aussi on va réouvrir, qu'est-ce qu'on va faire. Et on a déjà la première fois traité cette réouverture de manière événementielle, et je pense qu'on va accentuer encore cette événementialisation de la réouverture lorsqu'elle aura lieu cette fois-ci, pour s'adresser encore de manière plus évidente et plus forte à notre public familial, à ce nouveau public aussi qu'on va conquérir durant cette période. Tout n'est pas encore évidemment cadré, mais l'idée c'est de faire du teasing avant réouverture sur l'offre justement de médiation qui sera la plus appropriée pour que le public vienne nous rejoindre. Et peut-être même aussi en termes de politique tarifaire. On y reviendra tout à l'heure, je crois, mais ça ouvre aussi des perspectives en termes de nouveaux types de fréquentation et de nouveaux types de politiques tarifaires. Donc voilà pour synthétiser mon propos, cette importance d'engager le débat avec les publics pendant cette période. Merci beaucoup, Franck, pour ce témoignage qui est précieux parce qu'il permet de voir en fait que la crise que nous vivons est aussi un temps pour mettre à plat, en fait, finalement, remettre à plat sa relation avec ses publics en travaillant aussi sur des publics plus de proximité, en développant de nouvelles offres physiques. Ça a été aussi un temps, pour le coup, pour tester de nouveaux formats plus interactifs. Je voyais dans le chat en disant qu'il y avait peut-être une tentation au divertissement. Pour le coup, en fait, on peut faire aussi de l'interactif intelligent, de l'interactif qui a du sens, et c'est notamment ce que va évoquer Flavie Bittan, donc la directrice de la communication du Mémorial de la Shoah, qui va témoigner sur ce qu'a pu faire le mémorial en cette période. Merci Antoine. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Effectivement, nous allons revenir donc sur cette période ces derniers mois. Je voulais simplement rappeler, beaucoup de gens connaissent le mémorial de la Shoah, mais je voulais rappeler ce qu'est quand même le mémorial de la Shoah. C'est une institution de référence et d'expertise sur la préservation, l'enseignement, sur la transmission de l'histoire de la Shoah. C'est un lieu à la fois d'éducation, c'est un monument historique qui est en plein cœur du Marais, avec donc un monument, différents bâtiments à visiter en tant que lieu historique, mais c'est également un espace muséal, puisque nous avons plusieurs expositions, une permanente et une temporelle, et c'est un lieu vivant qui est accessible à tous, avec dans des périodes, on va dire, traditionnelles, une multiplicité de conférences, de rencontres, de témoignages. C'est un lieu extrêmement vivant, ouvert à tous, avec quand même un double public, j'ai insisté sur ce point, puisque nous recevons à peu près 95 000 scolaires et chaque année, et en temps traditionnel, on est autour de 25 000 personnes, donc grand public. Et c'est un lieu qui est gratuit. Voilà. Alors, on va revenir un peu, on va dérouler un peu la pelote. Alors, pendant le premier confinement, faut quand même dire la vérité, on était tous un peu hébétés, on a eu quand même un peu un temps de latence et un temps de réflexion en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment garder ce lien avec le public? Comment garder ce lien avec les professeurs, les élèves qui étaient en distanciel? Comment garder ce lien avec le public. Donc effectivement, le digital, le média restait des supports privilégiés. Il faut savoir qu'on était, nous, au Mémorial de la Shoah, dans un rythme assez traditionnel sur les réseaux sociaux. On avait pu bénéficier fin janvier d'une belle visibilité sur Instagram, puisque nous avons commémoré le 75e anniversaire de la libération des camps, avec une belle vidéo qu'a pu partager Emmanuel Macron, ce qui fait que sur Instagram, on s'était un peu développé, mais d'une manière générale, sur les réseaux sociaux, le Mémorial de la Shoah n'avait pas une visibilité, on va dire, très accrue. Mais on s'est quand même dit, voilà, effectivement, il ne reste que ces réseaux sociaux pendant ce confinement. Donc, on va capitaliser sur Instagram. Et je voudrais revenir, en fait, pendant le premier confinement, sur 3 activités qui ont été majeures et très fortes pour le Mémorial de la Shoah. Tout d'abord, ce qu'on a fait, ce sont les Insta Live, du Mémorial, donc dans le cadre d'une activité qui s'appelait le Mémorial chez vous. Hein. Tous les musées étaient chez les personnes, donc là, c'était le Mémorial chez vous.
Donc, on a fait 29 Insta Live. Alors, en quoi consistaient ces Insta Live? Je vais peut-être revenir. En quoi consistait, peut-être la prochaine slide. Voilà en quoi consistaient ces Insta Live. En fait, on a demandé à des personnalités aussi variées du monde de la culture, de la télévision, pas forcément des historiens autour du mémorial, mais des gens qui pouvaient porter le mémorial, d'incarner et de lire des textes, des documents que nous avons au mémorial. Il faut savoir que le mémorial, donc, comme je vous l'ai dit, le premier centre d'archives. Et donc, nous avons des millions de documents. Et donc, on s'est dit, voilà, nous avons des lettres, nous avons donc des témoignages, comment les faire vivre, comment les incarner. Et nous avons organisé 29 Insta Live avec des personnalités. Donc, je pense, par exemple, à François Berléand, qui a pu lire une lettre d'un Sandor Commando. C'est un moment très émouvant. Ou encore Karine Le Marchand, qui a lu des lettres de Drancy. On avait aussi des lettres de Pithiviers. On a Isa Zieberstein qui a lu le carnet de Madeleine Jacob, la sœur de Simone Veil. Donc, en tous ces moments, ces Insta Live ont pu regrouper 110 000 personnes. On a touché pendant le premier confinement, le mémorial a pu toucher 110 000 personnes. Voilà. Donc ça, ces Insta Live, ce sont des moments très très forts qui étaient totalement innovants chez nous. Et pour la petite histoire, certains professeurs d'histoire donnaient rendez-vous à leurs élèves pour suivre un acteur, un comédien, pour écouter un document. Deuxième problématique importante chez nous, ce sont évidemment les commémorations. Nous avions, pendant l'ensemble de la période, travaillé sur 4 commémorations. Nous avions le 77e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie, Yom HaShoah, la commémoration du Veldiv et la journée de la déportation. Donc, pendant ces 4 commémorations, on a pu toucher plus de 70 000 personnes, ce qui est beaucoup plus qu'en présentiel. Et par exemple, pour la journée de la déportation, nous avions organisé une projection de film, Les Héritiers, donc une projection de manière ponctuelle du film Les Héritiers de Marie Castille-Manchon-Char, avec une présentation d'Anne Anglès, qui était la professeure qui a inspiré le film Les Héritiers, et de la réalisatrice. Donc, par exemple, ce film qui était en diffusion unique, en séance unique, le jour de la Journée nationale de la déportation, on a eu plus de 1600 spectateurs uniques. Cette diffusion de films faisait partie d'un 3e volet de notre activité pendant le premier confinement, qui était le ciné-club confiné. On a pu, grâce à l'accord de producteurs, on a pu mettre sur notre ligne, ouvert à tous, 15 films qui étaient en diffusion soit unique, soit visible pendant plusieurs jours. Et ça a recueilli environ 50 000 spectateurs. Donc, effectivement, on a eu Les Héritiers, on a eu d'autres films qui ont très bien marché, comme La Visite de Marc Gransart. On a eu le film Elle s'appelait Sarah, Le sac de billes. Et en tout, donc, c'est 50 000 personnes touchées et des retours extrêmement positifs. On a vu dans le premier, on sait un peu l'engouement et le succès des films et des séries, mais effectivement, d'avoir un film sur le site internet du mémorial, c'était largement publicité par notre public. Alors, arrive ensuite la période du déconfinement en juin. Nous, on a réouvert le 14 juin et on a décidé d'avoir effectivement une double démarche qui était à la fois donc en présentiel, donc de recevoir notre public. On a événementialisé, comme disait Franck Moulet, également la réouverture, puisque ce jour-là, nous avions en continu des visites guidées par le directeur du mémorial himself. Et puis, nous avons décidé, bien entendu, de garder le lien avec le digital et toutes nos rencontres qui ont lieu dans l'auditorium, donc toutes les rencontres, les témoignages, ont systématiquement été reliés sur notre page Facebook et sur notre site Internet. Donc, on avait à la fois du présentiel et du distanciel. Et nous avons gardé ce format qui était assez plu, donc également, c'était les Insta Live. Et nous avons, par exemple, organisé un Insta Live, une visite de notre exposition temporaire avec la commissaire et David Abiker. Et je terminerai sur la période du déconfinement par un constat, et Franck Moulet l'a constaté également tout à l'heure, c'est qu'on avait un public extrêmement jeune pendant cette période de déconfinement, de réouverture. L'âge médian du mémorial auparavant est de 49 ans. Alors,
c'est vraiment, on n'a pas fait d'enquête de public, mais c'était de manière totalement empirique. Nous avions des hordes, vraiment, des jeunes qui venaient en groupe ou des familles et des gens. On a l'habitude de voir beaucoup de scolaires au mémorial parce qu'ils viennent avec leurs profs. Mais là, c'était vraiment des initiatives individuelles de jeunes qui ont découvert le mémorial. Et pour avoir discuté avec eux, c'est Instagram qui leur a fait découvrir le mémorial et qui leur a donné envie d'aller voir le texte d'Hélène Baird, par exemple, qu'a lu Irène Jacob, et ben de le voir in situ dans l'exposition. La lettre du Sonder Commando, lue par François Berléand, le lire in situ dans le mémorial. Voilà. Donc ça, c'était pendant la période de déconfinement. On a joué à la fois le digital et le présentiel. Et actuellement, donc on a pris la décision de mettre l'ensemble du programme de nos rencontres qui étaient dans notre auditorium sur Zoom. Donc, toutes nos rencontres sont accessibles au plus grand nombre sur Zoom en direct. Nous avons gardé le programme qui était prévu et au lieu de le faire dans l'auditorium, c'est en Zoom. Ce qui fait que nous avons beaucoup plus de monde parce que notre auditorium, hors confinement, c'est 120 personnes et pendant le confinement, c'était 60 personnes. Mais là, on touche près de 2000 personnes par rencontre, des gens en plus qui viennent du monde entier, donc on n'aurait pas forcément touché si le mémorial n'était pas également en distanciel. Et on va même plus loin puisque le gala qui était prévu, nous savons une soirée de gala, un concert gala qui était prévu au sein du théâtre des Champs-Élysées. Comme le théâtre ne peut bien évidemment pas accueillir ce concert, nous avons maintenu ce concert et le pianiste qui s'était engagé à jouer viendra jouer en direct dans la crypte du mémorial et ce récital un peu exceptionnel sera retransmis sur notre page Facebook et sur le site internet du mémorial. Voilà. Donc, cette période inédite du confinement a permis vraiment au mémorial de sortir un peu de notre zone de confort et de développer un maximum les réseaux sociaux, qui était un domaine, encore une fois, sur lequel le mémorial était en vitesse de croisière tranquille et qui n'était pas un des objectifs. Et donc, ça nous a permis de toucher un tout nouveau public, beaucoup plus jeune, ce qui est très important dans la transmission de l'histoire de la Shoah. Je vous remercie. Merci beaucoup Flavie. Donc effectivement un témoignage tout à fait intéressant qui vient en complément finalement du premier témoignage de Franck Moulet qui avait plutôt mis la focale sur les nouvelles offres de médiation physique développées suite au déconfinement. Donc là on voit à quel point la politique en ligne des musées, des mémoriaux et des sites patrimoniaux peut être aussi riche et intéressante. Et se révéler. Maintenant, ce que je propose, c'est d'écouter donc Scarlett Greco de Paris Musée, qui notamment reviendra sur le fait que le confinement a permis de mettre en valeur, bien sûr, un ensemble d'activités en ligne, mais aussi à accélérer peut-être des projets de mise en ligne de ressources qui étaient jusqu'alors physiques. Donc, on va l'écouter tout de suite pour qu'elle nous livre un peu son ressenti. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien, je pense. Donc, je gère moi-même, c'est ça. Ouais, super. Donc, au sein du musée de la Libération de Paris, musée du Général Leclerc, musée Jean Moulin, donc, qui fait partie des 14 musées de la ville de Paris, donc de Paris Musée, nous avions mis en place déjà des expériences in situ, comme l'expérience de réalité mixte Insurrection 1944 que vous voyez ici. Donc, on est sur une expérience en réalité mixte qui est accessible au musée et qui permet de visiter l'abri de défense passive donc, du musée de la Libération de Paris dans un état fidèle à 1944. Ici, on est dans un dispositif de réalité mixte qui, par exemple, ne pouvait pas être adapté en version en ligne puisqu'on a besoin des murs réels qui font partie de l'expérience. On n'est pas en réalité virtuelle, on visite vraiment le lieu et on voit des hologrammes se superposer au sein de la visite. Donc, il a fallu qu'on repense, pas qu'on repense, mais qu'on imagine de nouvelles formes de
ressources qui puissent être accessibles à distance. Par exemple, au niveau du PC de rôle, on a profité du premier confinement pour travailler sur l'extension de l'offre de médiation pour les jeunes publics qui ne peuvent pas d'ailleurs accéder à cette visite puisque leur crâne est trop petit. Donc, on a travaillé et on est en train de mettre en place pour l'année prochaine une visite qui puisse se faire à la fois sur place, mais qui est pensée comme aussi une visite à distance. Donc, un marché public lancé avec deux parties. Une partie développement in situ, utilisation sur place, et version en ligne. Et c'est là la nouveauté, je dirais, l'évolution dans nos pratiques, dans notre conception initiale des projets, c'est d'imaginer une version qui soit adaptée et accessible à distance. On a aussi beaucoup travaillé sur l'adaptation de la programmation au Musée de la Libération de Paris. Les bulles de lecture qui étaient prévues pour la Nuit des musées ont été transformées donc en version digitale accessible à distance avec donc l'initiative, le hashtag Nuit des musées chez vous. Et donc la programmation qui était prévue autour de l'exposition qui donc est fermée, les Parisiens dans l'exode de 1940, sont devenus numériques, publiés sur la chaîne SoundCloud de Paris Musée et puis diffusés via les réseaux sociaux pour transformer et donner accès au contenu malgré la fermeture du musée et accessible par tous. Ces outils sont gratuits. Plus globalement, à l'échelle de Paris Musée, nous avions déjà développé des outils de visite virtuelle. Ici, pour les jeunes publics, Muséosphère. Donc là, la capture est au musée d'art moderne de la ville de Paris, mais on a une visite qui est disponible dans chaque musée. Et donc, dans ce premier confinement, où il était vraiment question aussi de pouvoir occuper ses enfants, c'est un petit peu différent dans ce deuxième confinement, on a vu nos chiffres de consultation de Muséosphère, que vous pouvez aussi voir ici. Vous êtes dans une visite virtuelle, vous cliquez sur les pastilles et puis les enfants visitent virtuellement les musées de la ville de Paris. C'est une visite qui est accessible à distance et aussi sur tablette et qui a eu beaucoup de succès en statistiques de fréquentation web et tablette. En parallèle également, les jeux fonctionnaient aussi très bien, comme ici Mission Zigomar, donc des missions dans les différents musées de la ville de Paris. On a vraiment vu nos chiffres de fréquentation en ligne augmenter sur nos outils qui étaient déjà disponibles. Au niveau de nos collections en ligne, c'est aussi le cas. Ici, je vous montre la slide du portail des collections, donc parismuseecollection.paris.fr, qui est donc nos collections en ligne sur le million d'œuvres de Paris Musée. Donc, vous voyez, il y en a 300 000 en ligne et nous avons beaucoup d'augmentation, pareil, de fréquentation, que ce soit pour les fonctionnalités de consultation des fiches œuvres que nous avons enrichies avec de nouveaux contenus, des contenus complémentaires qui vont au-delà du simple cartel de l'œuvre. On a aussi des expositions virtuelles qui ont bien fonctionné. On a publié de nouvelles expositions virtuelles. On a eu des pics assez identifiés sur des dates précises, comme le tout début du confinement. Des chiffres qui ne veulent presque plus rien dire. On est sur plus 30 000%, plus, c'est plus des chiffres en centaines. On a
décidé de continuer à enrichir ce portail des collections et notamment l'open content qui est la possibilité donc de télécharger les images libres de droit et donc on continue d'ici début 2021 à mettre en ligne près de 100 000 œuvres déjà 170 000, mais peut-être atteindre les 200 000 début 2021 pour favoriser la diffusion de nos œuvres. Voilà. Pour conclure, j'écoute un petit peu. On a d'une part enrichi les ressources en ligne, on a créé des nouvelles formes qu'on n'avait pas l'habitude. Les podcasts, c'était pas dans les habitudes de les produire, que ce soit dans le cadre des programmations Nuit des musées, que ce soit pour la transformation d'interventions qui devaient avoir lieu, des conférences qui devaient avoir lieu au musée, pour les adapter en version podcast. C'est pas la même chose, c'est pas le même enregistrement, c'est pas la même construction d'une intervention que de la construction d'un podcast. Et puis donc, à partir de cette année, concevoir des dispositifs in situ qui étaient prévus donc, dans les collections permanentes, dans les expositions des musées de la ville de Paris, en ayant toujours en tête qu'une version puisse éventuellement être mise en ligne, adaptée. Et ça, c'est le cas donc, pour le musée de la Libération de Paris, comme j'ai présenté au tout début, mais c'est aussi le cas pour les prochaines expositions de Paris Musée, qui notamment Vollard au Petit Palais ou Albert Sommam, qui vont proposer des mini-sites accessibles à distance, version adaptée des dispositifs in situ. Voilà. Merci beaucoup Scarlett, vraiment une intervention extrêmement intéressante dans le sens où elle permet notamment de mettre en avant toute l'imbrication qu'il peut y avoir finalement entre en ligne et in situ, et cette richesse aussi qui se révèle, qui est pas nouvelle, mais qui s'accentue avec la crise. Donc c'est extrêmement intéressant.